Alors, la Jette et la Libre Pensée sont heureuses de vous recevoir ce soir. Ce sont deux associations qui ont pour but premier de permettre à tous et à toutes de s'informer, de penser par elles-mêmes, par eux-mêmes, en dehors de toute pression dogmatique. Bref, de former des citoyennes et des citoyens. Nous pensons qu'il est évident que ce devrait être aussi le but premier de l'école de la République. Je vais vous lire un bref extrait des principes généraux du plan Langevin-Wallon qui a été élaboré après la Libération dans la lignée du programme du Conseil national de la Résistance. Cela disait « Tous les enfants, quelles que soient leurs origines familiales, sociales, ethniques, ont un droit égal au développement maximum que leur personnalité comporte. Ils ne doivent trouver d'autres limitations que celles de leurs aptitudes. La démocratisation de l'enseignement mettra chacun à la place que lui assignent ses aptitudes pour le plus grand bien de tous. Certes, les progrès des recherches en sciences humaines ainsi qu'en neurosciences feraient que nous ne le dirions pas de la même façon aujourd'hui. Maintenant que nous savons que les aptitudes, les facultés se développent par l'éducation. Hélas, le plan Langevin-Wallon fut enterré avant que d'être né, et la laïque, c'est ainsi que l'on appelait l'école de la République, n'a cessé d'être attaquée. Mais ceci va faire l'objet de cette soirée qui sera animée, comme on vous l'a dit, par notre ami Christian Baquet, qui est d'une part président de la Fédération de la Libre Pensée de Gironde, mais aussi président de l'Association nationale des élus locaux Amis de la Libre Pensée. Mais ce soir aussi, peut-être, et surtout, c'est un ancien enseignant. Christian, je te donne la parole. Bien, merci Sylviane. Bonsoir à tous. Donc, on m'a confié la lourde tâche d'introduire le débat. Comme c'est un débat, je ne vais pas vous faire une histoire complète de l'école de la République dans ce pays, mais vous aurez des pistes de réflexion et beaucoup de questions à poser. Parce que l'école, évidemment, dans notre pays, surtout à partir des lois laïques, 1880, loi Goblet, loi Ferry, c'est une longue histoire et elle a connu toute une phase expansive, longue, jusque dans les années 60, avec, une parenthèse avec le régime de Vichy, mais c'est une phase expansive. Puis, avec l'arrivée de la Ve République, les problèmes vont commencer à se poser pour la classe dominante, pour ceux qui ont dirigé ces gouvernements, chaque fois, de limiter au maximum la démocratisation, donc pour essayer de mettre en place des dispositifs disons, d'endiguement à la démocratisation. Ça commence, on pourrait dire, en 1959 avec la loi Debré, qui donne au privé confessionnel la place qu'on sait, une place qui, finalement, dans l'idée de ceux qui ont promu la loi Debré, c'était quand même permettre d'assurer le renouvellement des élites, du côté des bien-pensants, voilà. Et puis, le succès, en fait, n'a pas tout à fait, malgré l'argent qui est donné à l'enseignement privé, le succès n'a pas été tout à fait à la hauteur des espoirs, malgré les subventions. En 1975, nous avons eu la loi Abi, avec le collège unique, c'est-à-dire, en fait, on a créé une véritable machine à sélectionner et qui n'a pas du tout été un dispositif démocratique. Ensuite, nous avons eu, parce qu'on peut mettre là-dedans, malheureusement, et la droite et la gauche, nous avons eu le plan Savary, qui a été retiré, mais qui prévoyait quand même, c'était écrit comme ça, l'insertion du secteur privé au sein du service public d'enseignement, à partir de la transformation des écoles privées en établissements d'intérêt public. Et le projet Savary, il théorisait une articulation entre le projet éducatif, le genre d'éducation, la liberté de choix des parents. En fait, il donnait à l'école publique des attributs qui jusque-là étaient ceux de l'école privée,
avec un certain caractère propre. En fait, c'était l'abandon par la gauche de la doctrine qu'elle avait toujours soutenue depuis les lois laïques, à école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés, et ça signifie aussi l'abandon du combat contre la loi Debré. Les axes directeurs du projet Savary, le projet Savary a été abandonné, mais l'alignement du public sur le privé a été repris dans la loi d'orientation de Lionel Jospin via l'autonomie des établissements, les projets éducatifs propres, le droit d'expression des élèves dans l'établissement de leur choix idéologique, la suppression des écoles normales, etc. Donc, la loi d'orientation Jospin a généralisé, sanctuarisé l'autonomie comme un moyen d'aboutir à une façon de disloquer l'école nationale, l'école de la République, une façon aussi de mettre sur le même plan public et privé, parce que là aussi, ce qui est toujours recherché là derrière, c'est l'absorption de l'un par l'autre. Et en fait, l'autonomie des établissements, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi la destruction des programmes nationaux. Alors on pourrait reparler de ce qu'est en train d'essayer de faire M. Blanquer, le bac qui va disparaître, etc. Voilà. Alors ensuite, maintenant, bon, je vais sauter, donc je donne quelques éléments, mais l'élément essentiel maintenant, c'est le travail de M. Blanquer. Il est donc complètement dans la logique de ses prédécesseurs. Il engage le fer contre le baccalauréat, le caractère national des programmes et le statut des enseignants. On peut donc résumer, mais dans la salle, vous aurez le droit de penser que je ramasse les choses et me les contester, mais moi je vois dans la Ve République, tout gouvernement confondu, un modèle, l'école confessionnelle, un moyen, l'autonomie, une perspective, celle des projets propres, et un but, faire éclater définitivement l'unité de l'institution scolaire publique. Et on est donc arrivé aujourd'hui à cette phase, et c'est pour les laïcs inquiétant, ce qui peut maintenant arriver à l'école publique. Alors, j'ai trouvé le passage d'une écrivaine, mais j'ai pas retrouvé le nom. J'avais noté cette citation. Elle écrivait « Les réformes successives de l'éducation nationale donnent au grand public, embrumé par les médias, l'impression d'avoir échoué l'une après l'autre », analyse un sociologue. Or, elles n'ont pas échoué l'une après l'autre, elles ont réussi dans leur ensemble. À quoi ? À mettre en application un programme élaboré dans les années 70 par des hommes de pouvoir, politiciens et chefs d'entreprise, membres de la commission trilatérale, de l'OCDE, du FMI, de l'OMC, de la Banque mondiale, et plus tard du G5, G7, G8, G20, etc. Et autres instances dirigeantes. Pour être compétitif face aux puissances émergentes du XXe siècle, l'Occident industrialisé allait avoir besoin d'une part d'une élite autoreproductrice constituée de 10 à 20% de la population, cultivée, matériellement aisée, affranchie à tout point de vue, et d'autre part d'une masse constituée de 80 à 90% restants, sous-développée intellectuellement, inculte et surendettée. Alors bon, c'est une appréciation, c'est pas trop mal vu, mais enfin c'est partiel. Là-dedans, elle ne cite pas le rôle joué par l'Union européenne et ses directives. Elle ne cite pas le rôle joué par l'Église catholique romaine, avec ses écoles, ses propres écoles subventionnées par l'État, et la puissance du lobbying qu'elle exerce sur tout l'enseignement. Il faudrait citer là-dessus les diverses conférences épiscopales. Donc il y a donc accumulation de mesures convergentes depuis des décennies, avec lesquelles la classe dominante comptait bien étouffer l'école laïque. Alors évidemment, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, c'est-à-dire que les luttes sociales, la lutte des classes, la résistance des enseignants ont retardé considérablement la mise en œuvre de ces plans. Et voilà ce que je voulais dresser comme un tableau d'ensemble pour en venir à l'actualité, à commencer par la loi de M. Blanquer, la loi École de la confiance, ça s'appelait. Alors, le premier point que je voulais développer, c'est la question de la scolarisation des enfants de 3 ans. C'est quand même tout à fait remarquable de voir que le ministre, qui se prétend par ailleurs laïque, dans sa loi, nous a prétendu qu'il mettait la scolarisation des enfants de 3 ans, que ça allait favoriser une classe d'âge. Quand on regarde la réalité, ça favorisera rien du tout, parce que déjà 95 à 97% des enfants de 3 ans sont scolarisés,
Et la plupart de ceux qui ne le sont pas, je dis bien la plupart, souvent parce que c'est les familles les gardent, et les garderont après, c'est souvent des gens qui font école à la maison. Donc il y a peu de probabilité que les enfants réintègrent l'école. En tout cas, la réalité, c'est que jusqu'à la loi de M. Blanquer, les collectivités n'avaient pas de contraintes de financement des écoles privées confessionnelles maternelles. La loi Debré s'applique et nous contraint, quand on est une collectivité, à financer une école privée, mais à partir de l'enseignement du premier degré. À partir du moment où la maternelle devient obligatoire à 3 ans, nos collectivités vont être obligées de financer les écoles privées qui sont sur leur territoire ou de financer les enfants qui sont, par exemple sur le territoire de ma commune, qui vont aller dans une école privée voisine. Si l'école nous en fait la demande, on va être obligé de financer la scolarité de ces enfants à égalité avec ce que nous coûte un enfant sur le territoire de notre commune. C'est-à-dire que ça va faire à peu près, pour l'enseignement privé, à peu près, on a calculé 20 000 élèves supplémentaires de l'enseignement privé confessionnel, âgés de 3 à 5 ans, qui vont relever de la scolarité obligatoire. Et vous le savez, nos communes, il faut qu'elles financent à ce moment-là aussi, elles financeront les personnels, ATSEM, elles financeront les frais de scolarité, les frais, là où il y a les personnes, la surveillance aussi. C'est-à-dire que, bon, l'école privée, on pourrait dire, va être aux anges. Ce qui n'a pas été mesuré non plus, c'est quelles vont être les influences sur le budget de l'école de la République. Parce que, enfin, du budget de la nation. Parce que dans le cas de la loi Debré, c'est l'État qui paie les enseignants du privé. Il paie déjà les enseignants de maternelle. Mais à partir du moment où on cherche à favoriser l'enseignement privé, il y aura davantage de postes à ouvrir dans les écoles maternelles. Donc ça coûtera davantage au budget de l'État, des enseignants supplémentaires. Il ne faut pas oublier que les dépenses, la libre pensée les a évaluées à peu près. Alors, uniquement pour enseignement secondaire, primaire et secondaire, quand on regarde les budgets ministériels, on a à peu près entre 7 et 8 milliards par an pour l'enseignement privé confessionnel. Puis vous savez, il est à 95% catholique. Donc c'est 8 milliards à peu près. Mais si on comptabilise l'argent qu'ils mettent les collectivités locales, que ce soit les régions, les départements et ensuite les communes, on peut facilement compter 3 à 4 milliards de plus. C'est plus difficile d'avoir des chiffres précis parce que c'est pas toujours évident d'aller chercher dans les budgets des régions. Donc, grâce à la loi de M. Blanquer, c'est l'école confessionnelle qui va largement en profiter, c'est-à-dire une école privée, particulariste, va être payée sur l'argent du contribuable, alors qu'elle est concurrente d'écoles de la République, ce qui pour nous est une aberration. Donc, pour nous, moi je dis, M. Blanquer, laïque, point d'interrogation, c'est vrai que pour lui, la laïcité, c'est d'abord la chasse aux mamans voilées dans les sorties scolaires. Mais sa politique, elle est plutôt clairement au service de l'Église et de ses œuvres. Alors, c'est vrai que ces gens-là ont oublié, bien sûr, mais volontairement, les principes des lois Ferry, Goblet, sur l'école publique, laïque, obligatoire. Hein, nous le disons toujours, et nous tenons à ce mot d'ordre, à école publique, fonds public, à école privée, fonds privés. C'est vrai que de ce point de vue, on le voit dans les débats actuels, on pourra peut-être pas en parler tout à l'heure, mais le mot laïcité a quand même radicalement changé de sens dans un certain nombre de débats actuellement. Moi, je suis frappé de voir que maintenant, quand on parle de laïcité, c'est pour taper sur une religion minoritaire, qui ne touche pas d'argent de l'État, l'islam. Par contre, on ne parle plus d'une religion qui, elle, bénéficie, grâce à ses écoles, d'un soutien massif de l'État, c'est-à-dire le catholicisme. Et pour nous, le coup majeur porté à l'école laïque, c'est la loi Debré qui le porte. Hein. Le cardinal Ricard, là, qui est chez moi à Bordeaux, enfin qui était parce qu'il vient de prendre sa retraite, il disait dans une conférence des évêques, on peut toujours se plaindre de la loi Debré, mais si elle n'existait pas, l'enseignement catholique en France se poserait moins de questions, tant sa surface serait réduite et sa réalité devenue confidentielle. Cardinal Ricard est un homme lucide. Hein, voilà. Et dans la foulée, donc, il aurait pu remercier tous les gouvernements, depuis M. Debré,
qui, autant de droite que de gauche, soit ont porté atteinte à la laïcité. Alors on pourrait citer les lois Rocard, Chevènement, j'ai cité Jospin tout à l'heure, les accords L'Encloupé, qui font passer... Moi, ça me fait penser à ce slogan publicitaire, la droite en rêvait, la gauche l'a fait. Et de toute façon, même les gouvernements de gauche qui ont pensé peut-être grâce à ça aller à la pêche aux voix des croyants, là-dessus, ils se sont totalement plantés. J'avais noté aussi que c'était un homme de gauche, Jospin, qui avait mis en place le comité de dialogue État-Église à la mode des concertations permanentes qui existent au niveau de l'Union européenne, entre les églises et l'Union européenne. Donc, tant que la loi Debré n'aura pas été abrogée, tant que l'État n'aura pas mis un terme aux subventions de l'école confessionnelle dans ce pays, le problème de la restauration pleine et entière de l'école républicaine ne sera pas réglé. Soyons clairs aussi sur ces choses-là. Nous ne sommes pas la libre pensée pour la liquidation de l'école privée. Ça ne se pose pas en ces termes. L'école privée, elle a le droit d'exister, c'est une initiative privée, c'est leur affaire. Mais le problème, c'est qu'elle ne le fasse pas sur le budget de la nation. Moi, je prends toujours l'exemple, sans doute que vous le connaissez. Si je prends ma voiture en ville et que je ne veux pas prendre les transports en commun, les transports en commun, ils sont subventionnés, pas ma voiture. Mais je ne me demande pas que ma voiture soit subventionnée. Donc, c'est mon choix, je prends ma voiture. Si je prends le transport public, ils sont subventionnés et je considère que c'est normal. Ça devrait être la même chose pour l'école. L'école confessionnelle, si des gens veulent envoyer leurs enfants dans une école confessionnelle, c'est leur droit, parfaitement, mais ils n'ont pas à demander ce que ce soit subventionné. Je vous dirais, pour lancer un pavé supplémentaire dans la mare, moi il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que lorsque d'autres confessions, suivez mon regard, mais peu importe lesquelles d'ailleurs, vont sentir qu'il y a bon pour prendre de l'argent, qui vont créer des écoles. Il y en a encore il y en a des écoles confessionnelles qui ne sont pas catholiques, mais elles sont très peu nombreuses. Pour prendre de l'argent de l'État, qui vont passer des contrats avec l'État, il va falloir les financer. Donc, ceux qui ne regardent qu'une seule religion minoritaire pour favoriser la religion majoritaire, qu'est-ce qu'ils vont dire à ce moment-là? Ils vont se plaindre de la loi Debré? Bon, on verra l'histoire à venir, ou l'avenir plutôt nous le dira. Voilà. Alors, il y a eu un autre point que M. Blanquer avait, mais il a finalement retiré parce qu'il y a eu une révolte des enseignants et des collectivités, des associations en particulier de maires. C'était la mise en place de ce qu'il a appelé des établissements publics des savoirs fondamentaux. C'est-à-dire l'idée, c'était de placer plusieurs écoles primaires sous la tutelle d'un collège. Alors ça, c'est un projet récurrent qui n'est pas inventé par M. Blanquer, qui sort régulièrement. Alors, vous le savez sans doute, mais depuis les lois de décentralisation, d'ailleurs je crois, chaque école primaire ou maternelle constitue un établissement public local d'enseignement. Lorsque les écoles sont petites, elles peuvent être regroupées dans ce qu'on appelle un regroupement pédagogique intercommunal, un RPI. Bon, ce qui permet de fonctionner en réseau, et ce qui a d'ailleurs permis de maintenir... C'était pas évident au départ, d'ailleurs, quand ça s'est mis en place, je crois que c'était au début des années 80, fin des années 70, ça a permis de maintenir tout un réseau d'écoles communales. C'est-à-dire que quand on a, c'est le cas moi, dans mon groupement, il y a 3 communes qui sont regroupées, donc il y a une école maternelle avec une classe, il y a une école avec ses grandes sections CP, CE1, et après il y a CE2, CM1, CM2, enfin il y a 3 écoles avec 5 postes. Il est évident que ça permet de maintenir les écoles communales. Donc, à quoi pouvait bien servir le regroupement autour des collèges? Alors d'abord, il y a une question de budget. C'est-à-dire, si vous regroupez, c'est d'ailleurs pour ça au début qu'ils avaient créé les RPI, même si ça s'est retourné un peu à son contraire, c'est que ça va permettre à une autre échelle. Par exemple, dans mon RPI, 105 élèves pour 5 classes. Ouais, alors là, on va dire, mais ça ne fait pas beaucoup en moyenne. Donc si vous regroupez, vous mettez davantage d'élèves, donc vous commencez à économiser des postes d'enseignants. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'attaquent d'ailleurs depuis des années à l'école rurale, parce que à l'école rurale c'est plus difficile quand vous avez, même si vous avez plus que 20 élèves ou 22 dans une commune, fermer l'école, ça pose un grave problème. En ville, comme me disait une fois le maire d'une grande ville, la banlieue bordelaise, oh, elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Bon, on va fermer l'école là, mais enfin bon, ils vont traverser la rue, ils vont en trouver une autre. Enfin, ça, c'était sa façon de voir les choses, c'était pas la mienne. Mais en milieu rural, ça peut pas être la même chose. Donc, aujourd'hui, au niveau national, quand on pense qu'il y a 46% des écoles primaires qui comportent actuellement 2 à 4 classes,
2 à 4 classes. 46%, c'est quand même très important. On est encore un pays où il y a beaucoup de rural encore. Hein. Voilà. Donc, c'est tentant pour le ministre de regrouper. Alors ensuite, il y a la disparition, si on regroupe les écoles, il y a la disparition de l'école d'un point de vue administratif. Et il voulait placer les enseignants sous l'autorité d'un principal de collège. Mais sur le fond, c'est plus grave. Parce qu'en fait, ces projets visent à déconnecter les écoles des municipalités. Ça, c'est quelque chose qui est permanent, c'est-à-dire qu'on veut aussi, comme on l'a fait avec la participation, introduire les élus dans les conseils d'administration. Ça aussi, c'est tenter d'aller vers la fin d'une école qui est une école nationale, celle de la République. À partir du moment où on met des conseils d'administration, on peut mettre dedans des élus locaux, on peut mettre dedans des personnalités extérieures, on peut tenter de mettre les écoles, mais c'est déjà vrai pour les collèges et les lycées, même si là aussi, ils ne sont peut-être pas arrivés complètement à ce qu'ils auraient voulu faire, mais on met sous la tutelle d'un pouvoir local, on met sous la tutelle, et alors ensuite, quand c'est une question financière, évidemment, on peut se dire que l'élu local ou le politique, il va décider en fonction de ce que lui, il a envie de faire de l'école et ce que lui, il a envie de mettre dans l'école. Je vais y revenir à propos de la réforme des rythmes scolaires. Donc, casser le lien école-commune, ce serait une rupture avec le lien historique institué toujours par les lois organiques, qui sont toujours des lois constitutionnelles de ce pays, hein, la loi Ferry de 1882 et la loi Goblet du 30 octobre 1886, parce que ce sont ces lois qui ont bâti le système républicain. Alors déjà, il y a des choses qui sont passées inaperçues. Il y a eu la loi Carle quand même en 2009, qui visait déjà à dessaisir les communes de la compétence scolaire au profit des intercommunalités. Et toujours dans le même sens. Par exemple, il y a toujours d'ailleurs un décret qui impose que pour définir l'offre scolaire, il faut que, pour que ce soit pris en compte, voilà, les élèves, il faut que vous ayez ils veulent que vous ayez transféré la compétence au regroupement intercommunal. Mais alors je ne me souviens plus comment il faudrait l'expliquer. Bon, ça fait rien. Ça va me revenir, excusez-moi, je me souviens plus comment ça fonctionne. Mais ce que je sais, c'est que c'était là aussi une tentative, dans le cadre de la loi Carle, c'est par rapport à l'enseignement privé, voilà, ça me revient, ça fait, de dessaisir les communes au profit des intercommunalités. De toute façon, on va entendre pas mal de choses là-dessus avec M. Macron qui est allé voir les maires. Alors, de la même veine, vous avez eu la réforme des rythmes scolaires. Alors, ce qui était marquant, je dis était, parce que finalement, il y a eu une telle résistance qu'elle a été abandonnée à peu près par 80% des communes, c'était là aussi la volonté de territorialiser l'école de la République. Dans chaque communauté de communes, dans chaque territoire, un projet différent mis en place, des horaires différents, des activités différentes, des partenaires et des modalités d'organisation différentes. Donc, c'est l'inégalité érigée en principe. Et le ministre lui-même disait, c'était M. Payon à l'époque. Alors, ce n'est pas une réforme de gauche, c'était M. Châtel qui était juste avant, qui avait élaboré la réforme avec un comité ad hoc. Et M. Payon est arrivé, il a repris cette réforme, qui miraculeusement est devenue de gauche d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'était assez marrant, parce qu'il y avait des maires de droite, comme c'était une réforme de gauche, ils étaient contre, des maires de gauche, comme c'était une réforme de gauche, ils étaient pour. En vérité, c'était ni de droite ni de gauche, c'était les deux. Voilà, on peut dire ça comme ça. Alors, la réforme des rythmes, disait M. Payon, doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l'école autour d'un projet éducatif territorial et doit conduire à mieux articuler les temps éducatifs et les temps périéducatifs et, par conséquent, à coordonner les actions de l'État, des collectivités locales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif. En fait, si vous voulez, il a fallu quand même des décennies pour que l'instituteur soit plus sous la tutelle du curé et du maire dans les villages, hein, mais maintenant, si on donne les compétences de plus en plus, et moi je suis élu local et je n'ai pas envie, dans mon conseil municipal, on n'a aucune envie de prendre une compétence pédagogique, mais enfin, c'est quand même ce qui est recherché là derrière, orienter la pédagogie et orienter le contenu des programmes. Là aussi, c'est pareil, c'est l'école des territoires, c'est plus l'école de la République. Et d'ailleurs, comme par hasard, alors, il y a des contradictions aussi, l'école privée s'est engagée. Hein, l'enseignement catholique a dit que cette réforme, elle était la sienne, qu'il avait appelée de ses voeux. D'ailleurs, ils ont été très satisfaits parce qu'on les a assurés que là aussi, leurs activités périscolaires seraient assurées à parité. Mais eux, ils n'étaient pas obligés d'appliquer la réforme.
Mais s'il appliquait... et alors, il y en a qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils pensaient justement que pour se distinguer de l'école publique, eux, ils ne devaient pas l'appliquer. Bon, après, chacun, il retrouvera ses petits. Mais il y a quand même eu des tentatives aussi de dire, puisque le mercredi matin, maintenant, les écoles vont travailler, le mercredi matin, c'était le catéchisme. Ah, est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer le catéchisme dans les activités périscolaires? C'était une bonne idée. Alors, tout le monde n'était pas d'accord là-dessus, mais voilà. Il y avait même un journaliste d'ailleurs, M. Debré n'avait même pas pensé à ça. Et il y a un journaliste de Libération qui avait écrit sous le titre « Le catéchisme rebondit sur les nouveaux rythmes scolaires ». Ça, je me souviens de cette citation, c'est en 2013. Traditionnellement, l'éducation religieuse était proposée le mercredi matin. Avec la réforme de Vincent Payon, l'Église adapte son offre. Voilà, qui était bien dit. Des fois, je préfère citer les autres parce qu'on va penser que je suis partisan, ce que je suis de toute façon. Mais bon, voilà. Alors, donc, il y a eu aussi des partenariats engagés avec des entreprises privées. Donc là aussi, l'immixtion des intérêts privés des religions dans l'école publique, ça s'ajoute à l'argent public détourné depuis des décennies. Donc, c'est un vrai processus de dénationalisation qui est engagé. Maintenant, il a plus ou moins réussi parce qu'il y a des résistances diverses, parce qu'on est dans un pays républicain, parce qu'on est dans un pays laïque, mais c'est ce qui est engagé et réforme après réforme. Moi, je fais partie de la génération, il y a quelques cheveux blancs ici, mais comme moi, je fais partie de la génération qui a commencé à enseigner juste après 68. On a connu aussi de multiples réformes sur tous les plans. Ça a dégringolé pendant quelques décennies et chaque ministre qui passait, il avait la sienne. Et ça concourt aussi à la déstabilisation de l'école sous des prétextes divers. Les ministres ont toujours des discours et des prétextes, mais c'est un moyen de déstabiliser l'école, là aussi, et de casser le système. En même temps, évidemment, on diminue les moyens. Et je pense que là aussi, c'est le droit à l'instruction, mais Sylviane a dit quelques mots là tout à l'heure, dans ces quelques mots d'introduction, c'est un moyen de remettre en cause le droit à l'instruction de tous les enfants, de casser la notion d'égalité des citoyens, c'est bafouer la notion d'égalité, et en même temps, ce qui est visé aussi, c'est le statut des fonctionnaires de l'enseignement. On va le voir avec on va le voir, je ne sais pas si on le verra, mais en tout cas, c'est l'objet aussi de la réforme des retraites. Dans la réforme des retraites, il y a la fusion, c'est tout mettre dans un même pot, public et privé. Mais si vous mettez public et privé dans un même, ça remet en cause le statut des fonctionnaires. Et ça donc remet en cause le statut des enseignants. Il faut être lucide là-dessus. Évidemment, avoir des enseignants formés sur tout le territoire de la République, ça pose un problème. Donc si on pouvait casser ce système, ça fait partie. Donc remettre en cause le statut, c'est par exemple commencer aussi à remettre en cause les retraites. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas combien de temps j'ai eu. Bon, ça devrait aller. C'est pas trop long. Je conclus. Bon. La présidente, vous voyez, m'a à l'œil. Donc, je conclus parce que, j'ai simplement abordé le premier degré, parce que j'étais instituteur, je suis plutôt intéressé par le premier degré, mais on pourrait parler des plans qui ont été ceux dans le secondaire, sur les lycées professionnels, parce que les attaques là aussi ont été importantes. Moi, je ne veux pas dire que c'est un complot, ce serait peut-être réducteur. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu accumulation de mesures convergentes. Bien qu'il y ait eu des centres quand même de réflexion. Il y en a eu... il y avait un groupe qui s'appelait Compagnons de l'Université Nouvelle, qui ont donné beaucoup d'idées à l'état-major de Pétain, etc. Mais l'accumulation de mesures convergentes ont forgé quand même beaucoup de choses pour étouffer l'école laïque. Et il faut reconnaître que tous ont su tirer dans le même sens contre l'école. Il faudrait aussi... Alors, il y a d'autres trucs qu'on pourrait aborder, mais il y a certains penseurs pédagogistes aussi qui sont allés, parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait casser le système. Mérieux expliquait ça, François Dubé. Il faut casser le système parce que l'école laïque, finalement, elle ne sert qu'à reproduire la classe dominante. Donc il fallait casser l'école laïque. Alors ça fait partie des choses qu'on pourrait discuter. En tout cas, moi je dirais en conclusion, et pour nous, libres penseurs, j'ai parlé de la loi Debré, c'est quelque chose d'important, l'heure est à la résistance laïque, et nous espérons, et nous y travaillons,
avec d'autres associations laïques, comme la Ligue de l'enseignement ou la Ligue des droits de l'homme, qui sont, avec la Libre Pensée, les plus vieilles associations laïques de ce pays, à cette résistance populaire pour que ceux qui nous gouvernent n'arrivent pas à leur fin. Donc, pour modifier le cours actuel des choses, c'est vrai, il faudra une puissante mobilisation. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, ni Dieu, ni César, ni tribun. Voilà, je vous remercie. Universitaire et, disons, militant du SNESUP. Et j'ai écouté votre analyse précisément d'un point de vue, disons, terminal, c'est-à-dire le parcours, la formation dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. Alors, vous avez commencé par dire, à propos de Savary, c'est précisément une volonté, avec la bénédiction de Jospin, d'aligner le public sur le privé. Moi, si vous voulez, j'aurais dit, on peut lire la loi Savary par, disons, un regard à droite, notamment, ce n'est pas aligner, ce que voulait Savary, ce n'est pas aligner le public sur le privé, c'est aligner le public sur le libéral. C'est pas la même chose. Et alors, vous avez cité comme exemple, avec la bénédiction de Jospin, notamment ce principe de l'école libérale, emprunté au modèle anglo-saxon, britannique et américain, c'est-à-dire fonder une école, disons un système éducatif unique pour le public et le libéral, fondé sur le principe de l'autonomie des établissements. C'est assez, disons, surprenant que précisément la médiocrité des résultats scolaires pour le primaire, le secondaire et le supérieur, en Europe, nous finissons 23e sur 25. Alors, est-ce que, dans votre point de vue, vous estimez qu'a priori, pour sortir de ce rendement si médiocre, il faut rejeter l'idée d'autonomie de l'établissement, du chef d'établissement responsable qui, comme disons un patron d'entreprise, serait soumis à ces critères qui sont fondés non seulement sur le principe de l'autonomie de l'établissement, mais aussi sur le principe de la concurrence. Et enfin, peut-être que j'ai droit à une deuxième question. Oui, oui. Non. Oh non, il faut laisser la place. Ça va s'occuper. Voilà, deuxième question, c'est à propos de ce que vous affirmez à propos de la loi Blanquer, la façon de lire la scolarisation des enfants de 3 ans dans les communes, les maternelles, les écoles privées. Il y a simplement, vous avez dit, 20 000 enfants dans le privé. Et ce qui est inadmissible de votre point de vue, c'est que le fait que la scolarité soit obligatoire pour les enfants de 3 ans, nous serons condamnés à financer, que la République laïque sera condamnée à financer même des écoles maternelles coraniques. Et alors ce qui, disons, est assez surprenant, c'est votre, disons, refus précisément d'attaquer ce que Blanquer fait très bien, c'est que l'enjeu d'un point de vue laïque, à propos de ces écoles maternelles, vous avez glissé sur un fait très préoccupant, c'est que, disons, non seulement Blanquer, mais Castaner, en tant que ministre, constate un fait sociologique à propos de ces écoles maternelles, où de plus en plus des familles musulmanes, des femmes musulmanes, considèrent que le contenu pédagogique et les savoirs transmis dans ces écoles maternelles est contraire à leurs valeurs religieuses et que précisément là est l'enjeu, disons, très important pour les générations futures.
L'impôt, moi je peux. Là, sur le dernier argument, c'est un fait nouveau. Je n'ai jamais entendu parler de ça jusqu'à maintenant. Alors, si maintenant la réforme Blanquer était également soutenue pour le fait de faire l'impôt aux familles musulmanes, c'est un élément supplémentaire sur la xénophobie qui s'empare de ce pays. Mais à ma connaissance, c'était absolument pas ça. Parce que c'était pas ça. En fait, c'est 200 millions supplémentaires d'euros annuels pour les écoles privées confessionnelles. Catholiques à 95%, point. Le reste, les familles, moi je connais des familles qui ne mettent pas leurs enfants à l'école. Il y en a quelques-unes. Elles sont minoritaires. Parce qu'elles préfèrent faire l'enseignement à la maison. Moi, en tant qu'instituteur de la République, je me dis que c'est pas la bonne solution. Mais c'est leur choix. Alors après, est-ce qu'elles ont une... écoutez, je vais vous dire, celles que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, sur 5 que je connais, il y en a 3, c'est des familles catholiques. Je n'ai pas encore rencontré des familles musulmanes. Mais alors donc, moi je ne comprends pas l'argument là-dessus, ou alors c'est qu'on va à nouveau... Non, ça n'a absolument rien à voir. Et je ne féliciterai pas Blanquer, ni dans un cas, ni dans l'autre, de toute façon, parce qu'après, chacun pense comme il veut, chacun a la religion qu'il veut. Ce n'est pas le problème de l'école de la République. Après, sur la question des résultats de la médiocrité, mais enfin, c'est quand même, moi j'ai commencé dans les années 70, à la fin des années 60, l'accumulation des réformes nous a conduit à une situation de l'enseignement en France qui n'a cessé de baisser. La réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est qu'on nous avait expliqué, non, vous faites trop, moi j'étais syndicaliste, faites trop de quantitatif, il faut faire du qualitatif. Ah bon? Mais enfin, écoutez, quand vous avez, j'ai enseigné en maternelle, par exemple, l'année, j'ai eu 35 enfants de 3 ans. Non mais, vous voulez faire du qualitatif avec 35 enfants de 3 ans? Alors donc, moi je pense que la multiplication des réformes, on a supprimé les écoles normales. Pourquoi on a supprimé les écoles normales? Alors qu'il y avait une possibilité d'accéder à l'enseignement pour devenir instituteur. On prenait d'ailleurs à l'époque, quand moi j'étais gamin, on prenait les meilleurs qui étaient en 3e, on les formait seconde, première, en terminale, après ils devenaient enseignants, et puis moi j'étais recruté après le bac, mais il y avait une possibilité. On a mis en place des IUFM, ensuite ils ont liquidé les IUFM, on mettait des jeunes devant des gamins sans aucune formation, on fait des petits stages après, voilà. On arrive à des situations, et je dis, et encore, si les enseignants n'avaient pas résisté, je pense que ce serait bien pire. Alors, je pourrais vous raconter les programmes qui ont été modifiés, la transversalité, faudrait revenir là-dessus. Enfin, il y a eu énormément de thèses là-dessus. Alors, je ne raconte pas l'histoire, parce qu'on nous a essayé de nous expliquer qu'il ne fallait plus apprendre les maths comme avant, il ne fallait plus faire d'arithmétique, il ne fallait plus faire que des mathématiques modernes avec des ensembles. Bon, j'ai connu tout ça. Je pense que ça, c'est de nature à déstabiliser toute une profession. Alors après, évidemment, quand quelqu'un arrive devant une classe, il fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il a appris, les moyens qu'il a. Alors je ne dis pas qu'on était meilleurs enseignants à 50 ans, etc. Je dis simplement, je suis obligé de constater, effectivement, qu'il y a un vrai problème. Est-ce qu'on va régler le problème en donnant l'autonomie des établissements? En disant, c'est le chef d'établissement, il va taper sur les enseignants? Non, ce qui sort, c'est pas ça. C'est casser le statut, c'est-à-dire que le chef d'établissement, il recrute. Et sur quels critères il va recruter? Sur quels critères? Zozo comme moi, syndicaliste, j'aurais pu aller pointer au chômage ou faire autre chose. C'est clair. C'est ça qui est recherché. Le chef d'établissement, il recrute, donc il va avoir une équipe à sa botte. C'est ça qui va nous donner la qualité de l'enseignement. Moi, je ne crois pas un mot. Maintenant, on peut penser que c'est le bon modèle. On peut aussi aller voir en Angleterre ce qui se passe. Mais non, moi, je ne crois pas. Alors, bien sûr, le libéral et le privé, c'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il y a des... à l'université, par exemple, ça c'est ce qui a été recherché aussi. C'est les écoles, faire l'excellence, ou non pas l'université, mais dans les établissements privés, les écoles de commerce, etc. On peut faire toute la liste, c'est ça qui a été recherché. Qui sont souvent des établissements privés dans lesquels il faut payer. Mais avec l'augmentation des droits d'entrée à l'université, on peut en parler. Écoutez, moi j'ai eu quelqu'un de ma famille, j'ai un neveu et une nièce qui sont franco-américains. Quand il a fallu inscrire mon neveu à l'université, c'était de l'ordre de $25,000 l'inscription à l'université. C'est quand même, c'est ça. Et ça, c'est quelle sélection? C'est la sélection par l'argent. Et on tombe dans ce système, donc effectivement, après on a une masse, effectivement, de jeunes qui ne peuvent pas aller plus loin. Alors, ils peuvent, il y a un moment, ça s'arrête parce que, financièrement, l'histoire du gamin là, de 19 ou 20 ans, je ne sais pas, qui s'est immolé par le feu à Lyon, c'est quand même l'horreur.
Alors je ne dis pas c'est la généralité qu'ils font la quête dans la rue pour pouvoir vivre, mais c'est quand même un problème énorme. C'est-à-dire, il y a eu une massification, mais la massification, elle déplaît. Moi, je me souviens même au moment où il y a eu l'université 2000, je crois que c'était Jospin, cette université 2000, l'idée de certains universitaires, c'était de dire on va secondariser le premier cycle. Je ne sais pas si vous avez connu ça. On va secondariser le premier cycle. C'est-à-dire que, comment ils voulaient supprimer le baccalauréat? Bon, tout le monde rentre à la fac, mais à ce moment-là, le niveau allait diminuer. Donc, il fallait mettre une barrière un peu plus haut. Et bien, on allait mettre une barrière à la fin du premier cycle, c'est-à-dire à Bac plus 2. Toute une série de systèmes ont été mis en place, et les barrières, malheureusement, si c'était, je me souviens quand j'étais étudiant, on disait une sélection honnête, des examens honnêtes et sans sélection, on avait trouvé une formule, ça valait ce que ça voulait. Mais ce qui était recherché, c'était qu'on ne voulait pas une sélection qui soit une sélection par l'argent. C'était ça le problème, parce que moi j'étais étudiant salarié. Mais quand vous êtes étudiant salarié, que vous êtes obligé d'avoir un petit boulot à côté, j'ai eu de la chance, j'étais pion. Ça, j'ai trouvé un poste de pion après. Mais sinon, ceux qui font des petits boulots, c'est plus difficile d'être étudiant, il faut reconnaître que là aussi, c'est ça les barrières qui ont été mises aujourd'hui dans l'enseignement laïque, républicain, universitaire. À tous les étages, il y a des barrières qui ont été mises. Bon, alors je donne des généralités, il faudra aller plus à fond. Donc moi, je ne crois pas que ce soit la libéralisation, la privatisation et la concurrence entre les établissements qui règlent le problème. Ça avancera pour ceux qui auront les moyens de la concurrence, pour ceux qui auront les moyens de se payer les meilleurs enseignants, etc., etc. Vous savez, j'entendais l'autre jour un médecin, là vous avez vu, il y avait les gros problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, j'entendais un médecin hospitalier expliquer comment beaucoup de ses collègues démissionnaient pour aller dans le privé, parce qu'ils ne pouvaient plus faire correctement leur travail dans le public. Et je me suis dit, mais finalement, si on avait ce système dans l'enseignement, il y en a peut-être qui en rêveraient, que les enseignants ils finissent par aller dans le privé, et puis comme ça on finance le privé, on ne finance plus le public. C'est le privé qui tire les marrons du feu. Moi, je crains que la société qu'on veuille nous construire, ce soit celle-là. Alors, peut-être que je suis passéiste, je ne sais pas, vous pouvez me trouver des caricatures. Mais peut-être que j'ai été élevé dans l'école de la République, que je ne veux pas en sortir. Mais jusqu'à maintenant, quand je regarde d'autres pays, alors moi, je ne sais pas ce que valent les classements PISA et compagnie, là, sur l'Europe non plus, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des pays aussi comme le Japon ou la Corée, où il y a des critères de réussite, je ne sais pas, peut-être que des gens connaissent pour nous en parler dans l'amphi, mais ce que je sais, c'est que c'est là aussi qu'il y a des taux de suicide d'étudiants qui sont considérables. Alors bon, on peut, je ne sais pas, il faut comparer peut-être aussi ce qui est comparable, mais en tout cas, je ne suis pas convaincu que le système libéral, comme vous l'avez dit, concurrentiel, soit le meilleur. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien aux questions, mais je ne suis pas persuadé de ça. Je vois au point de vue, simplement, au point de vue efficacité scientifique, le système libéral, objectivement, avec les prix Nobel et la recherche, manifestement, avec le financement et la logique de la concurrence des universités, donne des résultats des progrès dans la recherche qui sont évidents. Et on peut se faire plaisir avec, disons, après mai 68, avec l'ouverture des formations universitaires à tous les bacs techniques, les bacs généraux et ainsi de suite. Et là, vous avez parlé de massification, de démocratisation, d'essayer de les mettre à niveau avec un bac en chocolat de plus en plus disqualifié. Bon, l'évidence est que sur le marché du progrès scientifique, c'est le système libéral qui sert de modèle. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de la recherche. Ce que je sais, c'est que la recherche publique a de moins d'argent et que l'argent, il va au privé. Et qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont obligés aujourd'hui de se diriger vers le privé s'ils veulent faire aboutir la recherche. Et puis je sais aussi que c'est la recherche fondamentale qui trinque au profit de la recherche appliquée immédiate. Là. Donc, il y aurait beaucoup de discussions à avoir là-dessus. Moi, je n'ai pas les chiffres. J'entends. Moi, je voudrais dire simplement que je suis un enfant de la République et que j'ai été instituteur grâce à l'école de la République. Actuellement, je ne pourrais pas être instituteur parce que mes parents n'ont pas tout payé, tout que la nation m'a payé dans l'école normale. Donc, oui, le système s'est dégradé. Oui, en se libéralisant, il s'est encore plus dégradé et je ne pense pas non plus que c'est le libéralisme qui fera quoi que ce soit pour les progrès de l'école. Les pays soi-disant libéraux, qu'on trouve
faut arrêter de dire n'importe quoi. Alors maintenant, moi je pense, là je suis en train de préparer pour mon association d'élus un questionnaire pour les municipales. J'ai quelques trucs dans la tête, mais la question de la politique, évidemment, des futurs élus vis-à-vis de l'école de la République mérite d'être posée à toutes les listes qui vont se présenter, parce que c'est quand même important de le dire. Après, il y a la question de la loi Debré, mais vous savez, la loi Debré, elle nous est imposée, c'est la loi. Donc on ne peut pas, même si dans une collectivité vous votez que vous ne voulez pas payer, le préfet l'inscrit d'office à votre budget. Par contre, là aussi, il faut regarder de près ce qui est donné ou ce qui n'est pas donné. Il faut regarder de près ce qui vous fait rentrer, voilà, parce qu'il y en a qui donnent beaucoup plus. Mais là aussi, je pourrais vous raconter pas mal de choses là-dessus. Mais c'est vrai que pour les municipales, il y a toute une série de questions qu'on va pouvoir poser aux élus. Oui, c'est simplement pour apporter un témoignage par rapport au rapport PISA. Sur le premier de la classe, un rapport PISA, c'est la Corée du Sud. C'est là, effectivement, il y a le plus fort taux de suicide de jeunes. Ah ouais, c'est Corée du Sud. Ouais. Donc là, nous, on a eu le témoignage d'un ami canadien qui a vécu 4 ans par Corée du Sud, et c'est un endroit où en fait, il y a la possibilité de se suicider. Il y a des grands panneaux avec un numéro de téléphone où on peut appeler. Pour éviter que les jeunes se jettent dans les falaises et autres. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Concernant par exemple la Finlande, qui est aussi très bien placée, ça n'empêche pas, par exemple, le taux de chômage en Finlande des jeunes est un peu plus élevé d'Europe. Ensuite, ça n'empêche pas non plus la montée des nationalistes finlandais et du parti, par exemple, des nouveaux Finlandais, qui est un parti de droite. Et c'est évidemment le cas de la Suède, hein, où il y a à peu près 20% des gens qui votent pour. Le taux de vote pour l'extrême droite est en train de monter. Et autre témoignage concernant la Californie, l'université qui se trouve près de Palo Alto, le ticket d'entrée, l'inscription, est de $30 000. Donc effectivement, il y a des bourses pour les étudiants qui sont issus des universités privées. Alors effectivement, il y a des phénomènes, mais qui peut se payer l'entrée à l'université à $30 000 ? Ouais, c'est ça. Mon neveu, je pense que c'était Los Angeles, et je crois que c'était $25 000 il y a quelques années. Donc c'est ça. C'est dans cela. C'est très variable sur les universités. Là, ouais. Mais souvent, ceux qui ont des bourses sont ceux qui sont sportifs, enfin, qui ont. C'est ça ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Ah, excusez-moi, j'ai retrouvé tout à l'heure, là où j'ai bafouillé, à propos de la loi Carle. En fait, c'est par rapport au financement des enfants des écoles privées. Quand une famille vient vous voir, en tant qu'élu, vous dit, bon ben voilà, mon fils est à telle école privée, mais comme tu verses tant par an aux enfants de ton école maternelle, le mien il a un maternelle à côté qui est privé, tu me dois, si c'est, je sais pas, mettons, on va dire 300 € par an, c'est plus ça, mais bon, tu dois les verser. Je suis en droit de dire, non, je ne te donnerai pas un centime, parce qu'il y a de la place dans mon école, dans ma commune, donc tu peux l'inscrire là, si tu ne l'inscris pas là, je ne te donnerai pas un centime. Eh bien, la loi Carle avait prévu que pour pouvoir faire cette réponse à un parent, il fallait que la compétence scolaire ait été donnée à l'EPCI, c'est-à-dire l'établissement public de coopération intercommunale qui pouvait relever les impôts, alors que vous, dans votre RPI, vous ne récoltez pas l'impôt. C'est-à-dire que si, dans ce cas-là, si ça se passait dans mon école, je ne peux pas dire aux parents, ou dans le RPI, CP, CM1, CM2, peu importe, je ne peux pas dire aux parents, ah mais attends, il y a de la place, pourquoi tu n'inscris pas ton gosse dans le public ? Si tu vas dans le privé, c'est ton droit, mais je ne te donnerai pas d'argent. Mais je ne peux pas le dire, parce que s'il va voir la loi, on va dire, ah mais non, la compétence, elle n'est pas à l'intercommunalité, donc tu n'as pas à m'opposer les effectifs sur ton territoire.
Et ça paraît une petite chose, on ne va pas dire ça ne touche pas des dizaines de milliers d'enfants, mais c'est significatif de ce qu'on cherche à faire passer, c'est-à-dire une contrainte systématique pour les collectivités de financer l'école privée. Et c'est ça l'histoire de la scolarisation des 3 ans, et c'est pas autre chose. Voilà. Alors, peut-être par rapport à l'école, ce qu'on a dit, par rapport à la Corée du Sud, etc., je voulais aussi rajouter l'exemple de la Grèce, qui subit de la crise financière de la Grèce. La Grèce. Je sais aussi qu'énormément d'étudiants et de jeunes diplômés sont partis de Grèce, je pense que c'est 5 personnes, peut-être même plus que ça. Donc l'État a financé, a investi dans sa jeunesse, mais n'a pas du tout été récompensé par cela. Moi, ma question, c'était plutôt, que pensez-vous de cette affaire de l'école qui a été brûlée à Béziers récemment, et le gouvernement qui a très peu réagi par rapport à cette affaire, le ministre de l'Éducation ne s'est même pas déplacé. Que pensez-vous là-dessus? Moi, je trouve ça absolument honteux. Donc, c'est un moment qui voit l'école à 2 vitesses. Une école brûlée, c'est ça que tu disais? Oui. Non, il y a 2 vitesses. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? À Béziers, là, récemment. Ah oui, à Béziers. Oui, c'est vrai, j'ai lu ça. Oui, là, bon. De toute façon, ouais, mais là, c'est plus un problème social, à mon avis, qu'un problème d'école et un problème de crétinerie. Moi, je mets ça sur le compte de jeunes abrutis, mais en même temps, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce que représente l'école pour des ados ou des jeunes qui vont mettre le feu à une école? C'est quand même significatif, quoi. Ça interroge sur la place que pour eux à l'école. C'est-à-dire que nous, on a toujours fait de l'école, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un outil d'émancipation pour accéder au savoir, accéder à l'instruction. Ça permet d'accéder à un métier, d'avoir une formation, etc. À partir du moment où vous avez un sentiment dans des banlieues, dans des cités, de rejet, de marginalisation, et que ça conduit, alors il n'y a pas que caillasser la police, parce que les pompiers, mettre le feu à une école, c'est vrai que ça interroge. Bon, alors après, il y a la situation particulière à Béziers, je ne sais pas si c'est quelque chose qui cherchait à viser Ménard ou quoi que ce soit, bon, c'est possible aussi, il peut y avoir des tas de motivations, je ne sais pas s'ils mettront la main sur les ozos qui ont fait ça, je trouve que moi je pense que c'est un truc d'abruti, mais ceci dit, il faut quand même s'interroger plus loin, simplement que de caractériser en disant, ouais, il faut s'interroger plus loin. Bon, je sais que ça n'interrogera pas M. Ménard sur sa politique, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que ça, ouais. Maintenant, après, tu dis le gouvernement, je ne veux pas jeter la pierre à Macron là-dessus aussi, mais je ne sais pas, oui, sur le principe, tu voulais dire, qu'ils auraient dû réagir, ouais. Ouais. Ça, oui, il faudrait. Maintenant, le fait que. Mais M. Blanquer, il a d'autres sujets d'intérêt que d'expliquer que c'est pas normal qu'on flambe une école publique, une école de la République. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. À force, on finit par ne plus s'étonner de certains silences. Peut-être que c'est ça aussi, voilà. Surtout que le jour d'avant, il y a eu ce cirque qui avait été brûlé, et là, par contre, il était allé. Ouais. Et surtout que c'était en plus en région parisienne. Donc, Ouais. Oui, je crois qu'il faut dire un mot sur l'actualité présente. L'actualité présente, c'est quand même la volonté du gouvernement, de M. Macron, de modifier la loi de 1905. Alors bien sûr, il y a des négations permanentes en disant non, c'est pas ce qu'on veut faire, mais vous savez, il y a quand même une situation où il y a des effets, il y a un effet d'aubaine aujourd'hui, des effets d'aubaine, il y en a plusieurs. Il y a l'histoire que tu as citée sur cette dame à qui on interdit, parce qu'elle est voilée, d'accompagner les enfants en sortie scolaire. Il y a cette interpellation de cet élu du Front National contre cette même dame. Il y a ce qui s'est passé à Béziers. Bref, il y a une série d'éléments qui ne sont pas anodins, qui visent à cristalliser sur une religion en particulier, je dirais, l'animosité de la population, avec un objectif. Comme la loi de 1905, soi-disant n'intégrait pas
la religion musulmane, il faut aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de musulmans en France, modifier cette loi. Premièrement, j'indique que c'est une erreur, puisqu'en 1905, l'Algérie étant un territoire français, il y avait énormément de musulmans, mais surtout, la situation aujourd'hui est telle que ce qui se profile, c'est pas simplement taper sur l'école, parce que ça, Christian l'a dit, il y a une continuité historique et elle va continuer. Tout comme va continuer la résistance, pas simplement des enseignants, mais je dirais de tout le corps, de tout le tissu démocratique de ce pays, pour qui la laïcité, c'est un acquis de civilisation. C'est pas simplement la défense de l'école. S'il n'y avait pas eu la Commune de Paris, où ont été mis en place les premières mesures en défense de la laïcité, d'application de la laïcité, s'il n'y avait pas eu la Révolution française avec les lois Condorcet, il n'y aurait pas eu la loi de 1905. Et ce pays serait peut-être aujourd'hui un pays où l'enseignement serait bâti sur le modèle américain, dont on peut constater tous les jours les méfaits. Donc, il y a une volonté de ce gouvernement aujourd'hui d'ubériser la société et par là même d'ubériser l'école républicaine. Et je pense que c'est à l'aune de cette réflexion qu'il faut que nous, les militants laïcs, on se pose les vrais problèmes. Et le vrai problème aujourd'hui est de dire, oui ou non, cette civilisation que nous avons bâtie, que les ancêtres ont bâtie, sur la base de référents démocratiques, où le mouvement ouvrier et le mouvement laïque ont su au début du siècle réaliser leur fusion pour défendre l'école républicaine que nous voulons. Est-ce que oui ou non cela, aujourd'hui, mérite d'être défendu? Et je terminerai en faisant un lien très net entre les mesures aujourd'hui qui visent à remettre l'ensemble des acquis sociaux dans ce pays, et notamment la réforme, qui entre parenthèses est bien mal barrée, concernant la retraite par points, et la défense de la loi de 1905. Ce sont les mêmes problèmes, ce sont les mêmes processus. Et si nous n'arrivons pas à comprendre que dans ce projet, qui n'est même pas un projet libéral, mais qui est une feuille de route imposée par les instances internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne, au gouvernement Macron, si nous ne mesurons pas que ces choses-là doivent être perçues, analysées à l'aune de l'enjeu supranational, nous aurons du mal, y compris, à défendre la loi de 1905. Donc je pense que c'est véritablement quelque chose qui doit être pour nous, que l'on soit instituteur, que l'on soit enseignant, démocrate, républicain, ou simple syndicaliste, ou même citoyen lambda, c'est un enjeu de civilisation à défendre. Et là, il y a des manœuvres. Et il y a des manœuvres. Et ces manœuvres-là, elles sont en train, sous nos yeux, de s'appliquer. Le gouvernement nous voit, il utilise la xénophobie pour dire une nouvelle religion arrive, donc il va falloir modifier la loi. Et dans quel sens modifier la loi? Prendre en compte une nouvelle religion, ça veut dire lui donner un statut d'État. Ça veut dire donc la financer. Ah oui, mais on est obligé de la financer parce que sinon, ce sont des pays arabes, l'Arabie saoudite qui vont les financer. On ne peut pas laisser faire ça, donc il faut que l'État français les finance. Et on ouvre la boîte de Pandore pour accélérer le financement des autres religions et des autres écoles confessionnelles. Voilà. J'en dis pas plus, mais je pense qu'il faut vraiment mesurer cet ensemble d'éléments. Tout est relié, tout est lié, et d'un certain point de vue, moi je manifeste une hypothèse, c'est que si aujourd'hui la réforme sur la retraite par points subit un échec, on verra bien ce qu'il donnera à l'avenir, et qu'on maintienne notre système républicain
de retraite par répartition sur la base de ce que nous avons connu depuis la libération, eh bien la loi de 1905 sera elle aussi sauvée. Oui, bon, moi, sur la question qui a agité les médias depuis quelques semaines sur la question du voile, écoutez, il y a la loi, elle est ce qu'elle est, mais c'est le droit. Le droit, c'est que les accompagnants scolaires, qui vous êtes n'importe quel d'entre nous qui va accompagner une sortie scolaire, n'est pas un fonctionnaire de l'éducation nationale. Et la laïcité ne s'applique pas aux individus, elle s'applique à l'État, elle s'applique aux administrations, elle s'applique aux fonctionnaires donc de l'État, mais pas aux autres. Dans la sphère publique, ce qu'on appelle la sphère publique, chacun a sa liberté de s'habiller comme il veut. Donc, il n'y a légalement aucune possibilité d'empêcher quelqu'un. Bon, en plus, quand on parle de voile, il y en a qui pensent à la burqa, mais ça n'a rien à voir, c'est un foulard, c'est rien d'autre. Ma grand-mère, elle en portait un quand elle allait à la messe, et pas seulement. Bon, donc, il y a une montée en épingle de cette question, c'est pas par hasard. Parce que quand on nous parle aussi, écoutez, il y en a qui sont quand même gonflés de parler d'un symbole de soumission de la femme. Non, mais parlons de l'égalité des salaires, il y a plein de choses dont on pourrait parler quant à la condition des femmes aujourd'hui dans ce pays, qui serait beaucoup plus intéressant que le voile. D'autant plus que c'est aussi peut-être ramener ces femmes à les obliger à rester à la maison. Puis je vous dirais que dans certains quartiers, pas que dans le 9-3, si vous n'avez pas de maman voilée pour accompagner votre sortie scolaire, vous n'aurez pas de maman du tout. Hein. Voilà. Alors, donc moi je pense que ça a été très manipulé et monté en épingle. Ce qui est inquiétant, pour moi, c'est pas uniquement que M. Blanquer ait dit un certain nombre de choses, c'est pas uniquement que Mme Le Pen l'ait soutenu. C'est pas étonnant qu'elle ait soutenu l'élu du conseil régional qui a emboîté le pas en disant virez-moi cette femme parce que enfin, d'ailleurs, parenthèse, on a parlé de Ménard tout à l'heure, c'est quand même personne n'a pensé à leur dire mais ces gens-là, ils n'acceptent pas qu'une femme voilée soit dans l'enceinte, mais elle est d'un conseil régional pour assister, mais ce sont les mêmes, Ménard en premier ou d'autres, qui sont pour mettre des crèches catholiques dans les mairies et dans les conseils. Ça fait réfléchir quand même. C'est-à-dire que c'est bien clair qu'il y a une religion qui n'a pas le droit de citer, mais il y en a une autre qui doit être aux avant-postes. Bien. Alors ça c'est... Bon, Blanquer, Mme Le Pen, bon, tout ça. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand, à gauche, des voix s'élèvent dans le même sens. Alors je ne sais pas si j'avais récupéré la déclaration, et moi j'ai trouvé ça fort triste, de monsieur Badinter, qui a dit quelque chose qui était à peu près du même tournant. Non, je ne sais pas là, mais je retrouverai peut-être la citation. Je trouve que c'est très dommage, parce que, ou bien on défend la loi de 1905, qui n'est pas liberticide, qui n'est pas une loi d'interdiction, qui dit chacun, en privé, il fait ce qu'il veut, ou bien on défend la loi de 1905, ou bien on passe à autre chose. Et là, ça interroge. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette question. Maintenant, sur la question de la loi de 1905 elle-même, et sur lors de notre dernier congrès, vous savez que la libre pensée avait été à l'initiative, il y a 3 ans, de l'appel des laïcs, qui a été signé par la quasi-totalité des organisations laïques de ce pays, y compris organisations syndicales, Force ouvrière, CGT, c'est quoi. Et puis, nous avons récidivé, au dernier congrès, nous avons fait un appel au mouvement laïque, un petit peu dans le sens où je disais tout à l'heure, il faut renforcer la mobilisation, parce que nous sommes très prudents ou attentifs à ce que va faire M. Macron. M. Macron, c'est un spécialiste du « en même temps ». Hein, on fait une chose, puis en même temps. Donc, il voulait remettre en cause la loi de 1905. Là, j'avais la citation au collège des Bernardins. C'était pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord,
Ouais, et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Mais il n'y a pas de lien abîmé. Normalement, il n'y a pas de lien du tout. Là, il y a une certaine confusion. Donc, nous sommes très méfiants. Alors après, il a été obligé de reculer, il a dit non, je ne toucherai pas la loi 1905. Mais il y a des articles qui ont été modifiés sous Pétain. D'ailleurs, aucun gouvernement depuis Pétain les a abrogés concernant le financement des établissements privés immobiliers, les églises, des églises, voilà. Hein, oui, c'est ça, immobilier, oui. Et ça, personne n'y a touché. Mais Pétain, il n'a pas touché à la loi 1905. Il a simplement introduit des amendements. Donc, quand M. Macron dit « je ne toucherai pas aux articles 1 et 2 de la loi 1905 », il y a d'autres choses auxquelles il peut toucher. Donc, notre position, c'est de dire ne touchez pas à la loi 1905. Et on a dit est-ce qu'il ne faudrait pas préparer dès maintenant une marche nationale à Paris. Voilà, donc on va attendre maintenant. Bon, c'est vrai qu'il a fort à faire avec les retraites, puis avec les hôpitaux, enfin, avec bien d'autres choses. Bon, il n'a peut-être pas le temps de s'occuper de la loi 1905, mais enfin, nous restons attentifs sur cette question. Voilà. Alors, j'avais trouvé... Ah oui, j'ai apporté la Ligue de l'enseignement. Alors, il y a eu quand même... je trouve moi, je suis un vieux militant maintenant, mais je pense qu'il y a eu quand même une forte progression dans le bon sens depuis quelques décennies sur cette question de la laïcité. Parce que je regrette, c'est vrai que le camp laïque est pour beaucoup, certains ont abandonné le combat contre la loi Debré. Ce qui a commencé à se remodifier dans les dernières années, parce que peut-être à un moment trop c'est trop, mais sur toute une série de principes laïques, je trouve que la libre pensée, pas seulement, mais il y a les autres associations laïques sont venues sur le même terrain. Et par exemple, sur la question des parents d'élèves et des mamans voilées, la Ligue d'enseignement a écrit « Les parents d'élèves ne peuvent être soumis au principe de neutralité que lorsqu'ils exercent une mission de service public de l'éducation nationale. Ce n'est pas le cas lorsqu'ils accompagnent les sorties scolaires. Lors de celles-ci, seules des considérations précises relatives au respect de l'ordre public et au bon déroulement de la sortie scolaire peuvent conduire à une éventuelle restriction de liberté manifestée une appartenance religieuse. » Des considérations précises et rien d'autre. Alors, je ne sais pas, quelqu'un m'a rapporté, je crois, c'était qu'il paraît qu'on a interdit, c'est toi qui m'a dit, on a interdit à une bonne sœur de s'inscrire dans un EHPAD, parce qu'elle arrive, enfin, de s'inscrire en cornette. C'est-à-dire, la direction de l'EHPAD a décrété. Alors ça, vous savez, c'est la loi El Khomri. C'est-à-dire qu'ils ont décrété que même dans les établissements, les entreprises privées, on devait restreindre les libertés. Vous croyez bien qu'il n'y a pas que la liberté religieuse qu'ils ont prévu de restreindre, la liberté politique avec, et la liberté syndicale avec. Hein. Bon. Mais dans un EHPAD, ils ont fait un règlement intérieur, pas de voile. Donc quand la bonne sœur est arrivée en retraite dans l'EHPAD, ils lui ont dit, il faut enlever la cornette. Alors, moi, personnellement, je pense que c'est une atteinte à sa vie privée. Si elle veut porter une cornette, c'est pas moi, j'en porte pas, mais ni soutane, mais je veux dire, c'est son affaire. Et ça, c'est vrai que ça pose un problème, parce qu'on va avoir de plus en plus ce genre de restrictif. Et bon, moi j'ai eu dans un débat quand même quelqu'un qui m'a dit la nounou ou Jamel, mon fils, elle est témoin de Jéhovah, c'est pas normal. Ben, je lui ai dit, si tu veux pas... Et puis tu mets ton gosse ailleurs. Tu ne peux pas empêcher cette femme d'être témoin de Jéhovah. C'est pas mon truc, les témoins de Jéhovah. Il dit, tu ne peux pas l'empêcher. Quoi. Mais non, ça veut dire que il y a une forme de totalitarisme. C'est-à-dire, moi je pense d'une certaine manière, donc l'autre doit penser comme moi. C'est pas la liberté. Moi je suis libre penseur, je suis athée, etc. D'accord, mais je ne vois pas pourquoi j'imposerais. Il n'y a que les pays totalitaires qui ont fait ça. Les dictatures, le stalinisme. Il y a un certain nombre voilà. Pour arriver à quoi, au bout du compte, hein. Bon. Donc, on ne peut pas accepter le totalitarisme. Si on est pour la liberté, on est pour la liberté jusqu'au bout. Voilà. Si, encore une chose, je vais vous raconter quelque chose, tiens. On va faire des confidences. J'ai participé, il y a 2-3 ans, à un débat avec les religions. Je me suis engueulé par des amis qui m'ont dit, il ne faut pas y aller là-dedans, qu'est-ce que tu discutes avec les curés et tout. Non, moi je suis libre penseur, je parle avec tout le monde. Tant qu'on n'atteint pas ma liberté, on n'attend pas à ma liberté, ça ne me dérange pas d'aller discuter avec les religions. Puis après un débat public, c'est normal.
Ça ne me dérange pas. D'ailleurs, la tradition, dans la libre pensée, il y a toute une époque où c'était souvent les curés qui venaient contester les conférenciers de la libre pensée. Mais, donc, il y avait ce débat. Et donc, il y a eu plusieurs rues, chacun donnait. Il y avait, donc l'imam de Bordeaux, la Tarek Obrou, il y avait un dominicain, il y avait le représentant de la mairie de Bordeaux, à l'époque c'était M. Juppé, mais c'était pas lui, c'était son représentant. Il y avait un rabbin, je crois qu'il n'y avait pas les protestants. Et à un moment, la question du financement des mosquées est venue sur la table. Et donc, là, il se trouvait qu'on tournait pour parler en premier. C'est moi qui parlais en premier. J'ai dit, en ce qui concerne la libre pensée, nous ne sommes pas contre la construction de mosquées. Simplement, ce que nous disons, c'est que si des fidèles veulent avoir des mosquées, ou des fidèles avoir une synagogue, ou des fidèles construire une église, ils le font avec leur argent, pas avec celui de la République. C'est le même principe que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'école. Et ça a été très intéressant la suite, parce que il y a 2 personnes dans la réunion qui étaient pour le financement des mosquées, parce qu'ils étaient pour le financement des églises, mais c'était le représentant de M. Juppé et le dominicain. Le rabbin, lui, il a considéré que, eux, ils n'avaient pas ce problème, donc il a un peu tapé en touche, mais que, lui, il ne demandait rien, il ne demandait pas d'argent public. Et l'imam de Bordeaux a expliqué, Tarek Obrou, et ça a toujours été sa position d'ailleurs, il a dit j'ai besoin d'argent pour construire une mosquée à Bordeaux. Je ne sais pas, il avait dit de l'ordre, je ne sais pas de combien, il y a plusieurs dizaines de millions d'euros, enfin une centaine même, je crois que c'est 200 ou 300 millions. Mais il a dit je ne demanderai pas d'argent public. Je ferai peut-être le tour de la planète pour trouver l'argent. Alors là, ils vont me dire l'Arabie Saoudite, ou le Qatar. Mais en tout cas, il a dit je chercherai l'argent partout où je pourrai en trouver. Si on m'impose des choses pour me donner l'argent, je ne le prendrai pas et tout sera transparent. Mais je ne demande pas d'argent public. Moi, j'ai considéré. Alors, vous savez, il paraît que des gens qui pensent comme moi sont des idiots utiles de l'islamisme. Ça me fait doucement rigoler. Mais j'ai pensé que c'était l'imam. Tarek Obrou qui avait raison là-dessus et qui était d'accord avec moi. D'ailleurs, il a dit, je suis d'accord avec la libre pensée là-dessus, je ne demande pas d'argent public. Je pense que, fondamentalement, c'est le respect de la loi de 1905. Et il a été interviewé dans Sud-Ouest, mais Sud-Ouest, ici, vous, c'est la Dépêche. C'est pas Sud-Ouest. Mais il a été interviewé dans Sud-Ouest avec le cardinal de... Ah non, c'est l'ancien évêque, Claude d'Agen, l'ancien évêque d'Angoulême. La question qui a été posée, c'est la laïcité est-elle un gage pour les non-croyants? Et Tarek Obrou a répondu, la laïcité protège les religions, tant que les religions ne cherchent pas à faire la loi. Je ne crois pas que le judaïsme, le christianisme ou l'islam veuillent légiférer. Ce sont les députés qui font la loi. Aucune religion aujourd'hui ne cherche à accéder au pouvoir pour gérer le monde. C'est fini, cette époque-là. Nous sommes dans un débat anachronique. Les croyants cherchent à manifester individuellement leurs convictions religieuses dans l'espace public. La République est laïque, pas l'espace public. Si on confond espace public et République, on tombe dans la définition des régimes totalitaires. Ouais, il a dû lire la libre pensée, lui. En France, les convictions religieuses peuvent s'exprimer à condition qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il explique. Ça me semble très bien. Voilà. Donc, je voulais dire, là, c'est vrai que la laïcité, c'est pas toujours du côté duquel on s'attendrait. Voilà. D'ailleurs, il y a une dame qui lui a dit, à la fin du débat, je me souviens de ça, elle lui a dit, mais monsieur Tarek Obrou, quand même, dans votre religion, peut-être comme dans d'autres, mais enfin dans votre religion quand même, est-ce que la loi de Dieu ne passe pas avant la loi des hommes? Et il a regardé, il lui a dit, ça me fait toujours rigoler, il lui a dit, mais madame, de quel Dieu parlez-vous? Alors elle a regardé comme ça, il a dit, mais madame, ce sont les hommes qui ont façonné leur Dieu. Alors, elle est restée comme de ronde de flanc. Je lui ai dit, vous êtes pas mal quand même, vous savez vous défendre. Hein. J'aurais pas osé dire un truc pareil, je dis pas mal. Voilà. Non, mais je ne suis pas un suppôt de la religion coranique. Hein, mais enfin, c'est juste pour... Il faut des fois rétablir les faits quand même, hein, par rapport à tout ce qui se raconte dans les médias. C'est d'ailleurs pour ça qu'on invite assez peu la libre pensée dans les médias, parce qu'on dérange. Il ne s'agit pas d'une question, mais un rappel de la loi de 1905 qui exprime l'idée suivante. La République ne salarie aucun culte. Tout est dit. Oui, c'est ça. Voilà. L'article 1, c'est la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes
sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2, c'est celui que tu as cité, la République ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte. Et c'est ça qui n'est pas respecté aujourd'hui, avec la loi de Debré, par exemple. Et on nous promet pire. Il y a une chose que je n'ai pas mis dans mon exposé, si je vous l'ajouter quand même, parce que j'ai participé à un colloque à Marseille sur le financement des cultes, en particulier le financement des églises et du patrimoine immobilier des religions. Et en ce qui concerne les églises, bon, il y a des lois, c'est assez clair, bien qu'il y ait des façons de les contourner. Mais en ce qui concerne les bâtiments scolaires, la loi Fallou autorise jusqu'à 10% de financement public des établissements, parce que dans le premier degré, c'est interdit. Par contre, dans le second degré, jusqu'à 10%. Eh bien, c'est pas beaucoup. Or, l'enseignement catholique est confronté, comme d'ailleurs nos collectivités, à un vieillissement de leurs établissements, à des problèmes de mise aux normes, par exemple, par rapport aux handicapés, etc. Et puis, quand les établissements sont vieux, il faudrait en construire d'autres. Donc, ils cherchent de l'argent. Eh bien, ils ont trouvé la solution. Ils ont créé des fondations. Alors, il y a une fondation pour l'école qui concerne les établissements secondaires qui ne sont pas sous contrat avec l'État, donc ça ne représente pas beaucoup. Et il y a une fondation Saint-Mathieu qui a été mise en place à l'initiative de la conférence des évêques et des OGEC, je ne sais plus comment ça s'appelle, du Commission nationale de l'enseignement catholique, je ne sais plus comment ça s'appelle, le CNEC. Et cette fondation, pourquoi une fondation ? Eh bien, quand vous versez, vous savez, c'est le principe du mécénat. Quand une entreprise verse à cette fondation, elle a 65 ou 66%, comme vous d'ailleurs, si vous faites un chèque, vous avez 65% de votre don qui est retiré, que vous n'avez pas à payer en impôt. Autrement dit, en clair, l'État finance les 65%. Donc, quand la Fondation Saint-Mathieu se fixe pour objectif de ramasser 1 milliard d'euros auprès de généreux donateurs, peut-être ni vous ni moi, hein. Moi surtout pas, mais peut-être vous non plus, mais auprès d'entreprises comme Total, AXA, ou etc., enfin, puis il y en a des tas qui vont être généreux, eh bien, ces entreprises, comme M. Pinault d'ailleurs, quand il fait le mécène et qu'il donne, etc., hop, 65%, donc l'État va contribuer à la construction de l'immobilier ou à la rénovation de l'immobilier des établissements privés secondaires à hauteur de 65 ou 66%. 66, ouais. 66. Et bon, encore que c'est le seul truc positif, M. Macron ayant supprimé l'impôt sur la fortune, parce que quand c'était dans ce cadre-là, je crois que c'était jusqu'à 70 ou 80% qui étaient exonérés d'impôt. Hein? Ouais, je sais que c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez que quand on parle... Parce que des fois, je vois, bon, personne m'a dit ce soir, ouais, vous exagérez, etc. Mais quand on regarde de près les choses et puis qu'on met bout à bout, on s'aperçoit quand même que les contournements de la loi et l'accumulation... Il y a une accumulation, là aussi, du côté du financement du privé. Tout le monde ne sait pas ça, c'est pas dans la presse, hein, mais il vaut mieux le savoir. Voilà. Il n'y a pas que le denier du culte. Encore que le denier du culte, c'est pareil. Si vous donnez un denier du culte, il y a des plaisantins qui ont donné 2 fois mon adresse et j'ai reçu 2 fois l'enveloppe, quand même. Hein. Et j'ai pas payé 2 fois en suivant. Ah bon, c'était la question que j'allais poser. malgré l'attrait que peut avoir 66% de déduction. Ouais. Ben oui. Bon. Alors j'ai bien le sentiment que je n'ai pas abordé tout et que j'aurais laissé certains d'entre eux peut-être sur leur faim, mais bon, je serai obligé de revenir. Bon, je remercie ceux qui sont venus ce soir écouter Christian Baquet. Ce qu'on peut regretter, c'est que l'amphi soit pas fait pour cette question de la laïcité. Il tendrait à prouver que ça n'intéresse pas autant les gens que d'autres sujets. Alors, bon, c'est pas mal, trentaine, c'est comme ça. Chez nous, c'est pareil, on n'arrive jamais. Bon, ça allait. Je vous souhaite le bonsoir, le chapeau et les descriptions à la jette sur le dernier rang, si vous le voulez. Merci d'être venu.